vous accrocher avec nostalgie à des ambitions passées dont il ne reste plus qu'un vague parfum de putréfaction. Vous vous souvenez avec désarroi des réussites que vous avez cru tenir entre les mains et qui vous ont glissé définitivement entre les doigts. Vous ne percevez plus dans l'avenir qu'un processus inexorable de délitement et de décomposition. Vous ne vous en raccrochez pas moins avec autant de désespoir que de stupidité aux dérisoires consolations que la société vous tend pour mieux vous manipuler à loisir. Rassurez-vous, nous sommes là. Oui, nous sommes là. Nous sommes là. Arline, que nenné, car la vie, ou plutôt la réussite de la vie, suppose sentiment ou conscience de la réussite. Vous voyez, ce n'est pas comme la Légion d'honneur. On ne peut pas l'obtenir à titre posthume. Hein? Je le dis pour les plus naïfs d'entre vous, on ne peut pas réussir sa vie à son insu. Alors qu'on peut très bien la rater sans s'en apercevoir. Car comme disait l'un des auteurs les plus prisés dans les séminaires de management, oui. Friedrich Hölderlin, Oui. mieux vaut mourir d'avoir vécu que vivre de ne vivre pas. Voyez donc que la réussite de la vie suppose avant tout la maîtrise du souffle intérieur. Avant d'apprendre à vivre, il faut savoir expirer. Sur ce, je crois que le moment est vraiment venu de notre petite séance de coaching gestalt psychanalytique. Comment faire dans la vie pour se donner comme but de tout oublier, tout en oubliant qu'on se l'ait donné comme but? Mais commencez par oublier mon conseil. Vous êtes donc deux désormais, mon cher Gérald, oui. Comme moi. Mais alors à nous deux, vous et moi, nous sommes donc 4 en tout, si mes calculs sont bons. Mais oui. Géraldine! Trois petits chats, chapeautaille, 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 taille, taille. Quels sont Géraldine! Allez, on reprend, Géraldine? Oui. Allez, hop. Ah, Géraldine! Gérald! Oh, oh, oh. Gérald et moi, nous nous aimons. Oui, Mion. bon. Et nous nous sommes aimés. C'est pourquoi l'on peut dire que nous avons réussi notre vie. Ah, et surtout, le partager. Partager quoi? Le bonheur ou le malheur? Oh, je vous en prie, ne chipotons pas avec des questions accessoires. L'important, c'est d'y arriver. Donc, pourquoi il est philosophe non, Pourquoi? Oui, ça c'est une bonne question. Exactement, mais aussi pourquoi il est philosophe et il est monté sur les planches en tant que comédien. C'est ça. Pour moi, un phénomène assez unique. Je ne connais pas d'autres philosophes qui ont osé faire ça. Parce que, bon, on sort de soi-même, en quelque sorte. Tu m'étonnes. Avec la gestuelle et tout les grimaces, etc. Bon, ça m'a toujours impressionné en tout cas. Et c'est pour ça qu'on l'invite aussi souvent. Alors, si vous ne connaissez pas encore toutes ces pièces, je peux rappeler certaines par la chouette, mais il y a aussi Rien ne sert d'exister. Et vous voyez déjà dans la nuance psychanalytique et dans le titre. Il y en a comme ça, hein. En tout cas, le développement personnel, c'est aussi un truc qui a été décrit et développé par les psychanalystes comme Roland Coury. Non, effectivement, je devais écrire à l'origine, après à la suite de ce bouquin Rire, j'avais l'idée d'un anti-manuel de développement personnel. Je trouvais ça drôle de proposer des recettes du bonheur, des recettes de l'existence de manière détournée, absurde, à l'envers. Bon. Et puis j'ai commencé à l'écrire, et puis j'aime tellement le théâtre que ça m'a échappé, ça a dérapé, et je me suis mis à écrire une pièce. Et enfin, à mon avis, effectivement, une farce. J'aime bien le terme que vous utilisez. Je pense qu'il y a le côté farce
Et j'adore les stéréotypes comiques, je voulais vraiment me lancer là-dedans. Alors vous l'avez vu, ça part finalement comme une parodie de conférence de développement personnel, mais comme c'est du théâtre, il faut qu'il y ait des personnages, et il faut qu'ils nous racontent quelque chose derrière, et que derrière cette parodie, ils nous racontent leur propre fragilité, leur échec personnel, leur incapacité à réussir quoi que ce soit, et qu'on suive comme on peut ce fil qui n'est pas explicite, c'est évidemment pas une pièce réaliste, vous l'aurez compris quand même, enfin je sais pas, un peu, mais moi j'ai voulu faire vivre comme on fait au théâtre, voilà, c'est dramatique, il y a des personnages, il y a des gens qui ont des drames intérieurs finalement, et la fin est plutôt tragique. Et je suis parti là-dedans parce que j'aime ça, et j'avais envie de jouer aussi, j'adore jouer, au sens théâtral et ludique, j'adore faire le pitre, et ça... C'est réussi. Ah, je sais pas, en tout cas, pour le moment, j'ai pas envie de m'en priver, donc voilà, et c'est important. Donc du coup c'est devenu une pièce. Et aussi inspiré, vous l'avez peut-être remarqué dans la pièce, mais évidemment il y a une dimension de réflexion, c'est pas réflexif, mais je me suis servi de la manière dont la notion de coaching et de développement personnel résonne en moi. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est parfois j'ai croisé des coachs, des gens qui tout d'un coup avec un sérieux incroyable vous sortent une phrase d'une platitude abyssale, censée vous permettre ensuite de modifier radicalement votre existence. Et donc, j'ai travaillé quand même sur ces phrases. Et vous pouvez repartir. Je suis sûr que dans ces phrases, vous allez en rencontrer à nouveau chez des coachs. Je suis sûr que ces trucs... Moi, je me suis amusé à les imaginer, mais je suis sûr qu'on peut les retrouver. La vie est le seul véhicule qui ne dispose pas de marche arrière. La vie est un rond-point dont toutes les issues sont en sens interdit. Tu ne possèdes pas ce qui s'écoule, même un continent. Bon, voilà, j'ai voulu, et avec des références qui sont vaseuses, on ne sait jamais trop, parce que peu importe, après tout, intellectuellement, ça importe assez peu. Que ce soit Raymond DeVos ou Chuang Tzu, Schopenhauer ou Lao Tzu, on a un certain nombre, une espèce de bibliothèque philosophique disponible, imaginaire, et puis on pioche dedans en s'en foutant d'où ça vient tout. Le problème n'est pas la rigueur intellectuelle, et d'ailleurs dans ma pièce non plus, le problème n'est pas la rigueur intellectuelle, mais moi je m'en fous après toute la rigueur intellectuelle. Ce que j'aime pas c'est la malhonnêteté, c'est-à-dire de faire passer ça comme une pensée, quelque chose de réfléchi, avec des lectures approfondies. Et il y a des maîtres là-dedans, il y a de vrais maîtres. Alors j'arrive pas à les lire en entier, hein, mais ils sont souvent américains, et vous trouverez dans les rayons des librairies de développement personnel, vous les trouvez chez Marabout, pas mal. Je dis ça, Marabout m'a publié, hein. Ils l'ont regretté. Alors, moi surtout. Et vous trouverez surtout ce que je dis au début, c'est-à-dire des titres qui sont une insulte, un peu comme peut faire Macron, vous voyez, quand il dit... Il est finalement assez présent en négatif dans cette pièce, parce que cette idée qu'il y a ceux qui réussissent, ceux qui n'y arrivent pas, et qu'il n'arrive pas à cacher, il essaye, mais il n'arrive pas à cacher sa condescendance pour ce qu'il appelle ceux qui ne sont rien ou les ratés. Et je trouve que dans tous les manuels de développement personnel, il y a ça, c'est-à-dire des titres comme tu n'as qu'une vie, n'attends pas la dernière minute pour la réussir. Et c'est vachement insultant de lire un titre comme ça. Et donc, quand on dit au début, vous êtes enlisé dans la médiocrité d'une vie dont l'horizon ressemble à la morne plaine de jours inutiles et tristement identiques, on balance des trucs qui sont d'une violence inouïe, comme ça, pour le public, avec le sourire, en disant, mais rassurez-vous, nous sommes là. Hein, et je trouve que c'est rempli d'un immense mépris, d'une absence de confiance dans les gens, et puis surtout d'un refus de sa propre fragilité, quoi. Une espèce de déni de ce qu'on est, comme il y a, hein, déni qu'on soit effectivement président de la République ou quelqu'un qui nettoie le trottoir dans son quartier. Il n'y a rien à réussir, quoi. On est fondamentalement des ratés, ou c'est peut-être trop, parce que dire qu'on est des ratés, ça supposerait qu'on ait un critère de réussite. Voilà. Je ne crois pas qu'on en ait, et ça supposerait de se situer de l'autre côté. C'est la question du début, hein, elle est métaphysique au fond. Comment on fait pour se situer de l'autre côté, du côté de la mort au fond, et dire, à partir de là, on peut donner un critère pour savoir ce qui a réussi à sa vie. Vous savez, je réfléchis d'un coup beaucoup. Je ne veux pas donner trop de clés pour lire la pièce, je ne les ai pas moi-même. Encore une fois, il s'agit d'une comédie d'abord, mais il y a ce qui résonne en moi intellectuellement et qui est présent dans cette pièce, et que je découvre un peu au fur et à mesure en la jouant. Encore une fois, c'est pas forcément au début que je savais, que je pouvais dire tout ça. Et vous, quelqu'un d'entre vous, parmi vous, s'est fait coacher, vous pouvez l'avouer, hein? Bonjour. Bon, je
je vais essayer de me mettre à la hauteur de Yves Cusset, mais c'est pas facile. Donc, je voudrais vous dire que, à travers tout ce qu'on vient de voir sur scène, on apprend à vous connaître. Et j'ai retenu notamment la marque de vos culottes et la marque de votre rasoir. Le rasoir d'Occam. Oui, merci. Non, mais vous avez joué... Ah non, moi je peux plus suivre, hein, moi, là... Non, mais sérieusement, est-ce qu'on a le droit d'être sérieux ce soir? Mais vous voyez, je viens de le faire, donc c'est une invitation, c'est pour vous. Je trouve, outre une critique de toutes les platitudes, les idées reçues qu'on entend à droite et à gauche, etc., dans l'actualité, mais c'est aussi une mise en perspective de la pensée philosophique, des grandes pensées, vos références aux penseurs depuis l'origine jusqu'à maintenant sont toujours faites dans la distance et dans la dérision. Et c'est là peut-être la vraie leçon que vous voulez nous donner, non? En tout cas, c'est ce que j'y vois. Il faut prendre toutes ces idées dans leurs limites, hein, ces idées fondamentales de la vie et de la mort, de la réussite, etc. Vous nous en livrez la complexité qui va au-delà de ce qu'on peut entendre. Oui, enfin en même temps on est tous à la recherche de ça. Enfin, qui ne voudrait pas le manuel qui vous explique comment réussir votre vie? Sinon, c'est pour ça que ça a tant de succès. Enfin, qui ne cherche pas ça? Et en même temps, en le faisant, c'est comme les gens qui croient en Dieu, si vous voulez. Ils savent très bien que c'est pas sérieux. Mais je m'expose. Ils savent très bien. Non, mais je veux dire, ils savent très bien que ça veut rien dire Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Ça n'a pas grand sens. Mais ce qui est important, c'est de trouver un engagement, une sincérité dans ce qu'on fait. C'est pas... Ou alors, à moins d'être complètement taré, mais personne ne va vous dire mais je suis sûr, moi je suis sûr, je sais que Dieu existe. Bon, il y a des gens habités comme ça, mais eux, on leur parle pas, ils communiquent plus avec le monde. Mais je veux dire, moi je respecte tout à fait les croyants. Quand je dis ça, c'est pas du tout du mépris. Justement, je trouve qu'ils savent au fond qu'il y a quelque chose qui est sûrement bancal, qu'il n'y a aucune certitude dans ce domaine. Et voilà, j'avais lu le bouquin c'est Emmanuel Carrère, j'avais trouvé bien à ce niveau-là. Un type qui a été très catho, très croyant, avec une conviction infinie, et qui réalise un jour, sans s'en être rendu compte, il le réalise 20 ans plus tard qu'il ne l'est plus. Mais il ne l'a pas vu venir. Hein. Il ne l'est plus. Il s'est dit, mais tiens, je ne suis plus comme ça. Et il essaie de comprendre pourquoi. Et c'est une vraie trajectoire intérieure. Donc au fond, quand on lit ça, on sait qu'on ne va pas trouver des recettes. Et malgré tout, on continue compulsivement beaucoup continuent compulsivement de le faire. Voilà, c'est la preuve justement qu'il n'y a rien à réussir. C'est-à-dire qu'on habite sur un vide abyssal. Et que ce vide, rien ne viendra le combler. Sinon, on ne serait pas avide d'aller chercher de quoi le remplir. On est assis sur du vide, et c'est pas supportable de regarder ça en face, a priori. Bon, on n'est pas... Ou alors, quitte à s'angoisser, c'est pas possible. Donc moi, je suis assis sur du vide, j'ai trouvé un moyen, je fais le con et du striptease, c'est un moyen comme un autre. Et plutôt que... Parce que je trouvais que ça me demandait trop d'efforts jusqu'ici de développer une pensée philosophique, je trouve que ça n'en vaut pas la peine. J'en suis à peu près là, hein, je le dis comme ça. Je trouve que ça n'en vaut pas la peine. La vie est brève, je vois pas... Enfin, je sais pas si elle est brève ou longue, pareil, il faudrait un critère extérieur pour pouvoir le juger. Mais, en tout cas, il y a, je trouve beaucoup plus de sens dans ça, d'en rire, dans le fait de se saisir de toutes ces opportunités-là, de se saisir de notre fragilité. Donc je vous donne déjà une recette, il y a moins de trop voilà, c'est peut-être ma conviction personnelle, c'est-à-dire aller chercher dans sa fragilité ce qui nous permet de se sentir un peu plus vivant. Et moi, la philo ne me l'a jamais vraiment apporté, même si elle me fascine. Elle me fascine. Beaucoup d'auteurs me fascinent, mais c'est extérieur, c'est de la fascination extérieure, là où quelqu'un qui me fait vraiment rire, je me sens son semblable, je me sens frère avec lui, frère en la mort. Et ça me plaît. Eh bien, est-ce que quelqu'un a, pour vous contredire un petit peu et faire argument, une expérience positive du coaching? Vous voulez parler? Oui. Pas forcément, mais moi j'en ai eu. Ouais, c'est très bien. Vous pouvez passer...
Bonsoir. Bon, alors après, j'avais pas du tout prévu de prendre la parole et je suis un peu gênée, mais moi j'en ai une très très positive. Alors il se trouve que c'était pas dans le cadre personnel de réussir sa vie, mais dans un cadre professionnel, mais qui peut être aussi lié à réussir sa vie. Ça dépend de comment on a été éduqué. Si les parents pensent que l'éducation, réussir sa vie, c'est de réussir sa carrière. Moi c'était le cas. Et j'ai eu plusieurs coachs, mais qu'on ne demande pas forcément. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui vous dit, bah, tiens, tu vas avoir un coach pour performer sur tel ou tel point. Et il se trouve que j'ai eu une fois, alors plein de fois des expériences où j'ai pas du tout eu l'impression d'apprendre ni évoluer, où je me sais perfectible, mais je me suis pas sentie, voilà. Et une qui a été vraiment très très positive, où j'ai eu un déblocage profond, parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir aller plus loin, de pas... Enfin, que ça y est, j'avais atteint la limite, le maximum, et que j'apprenais plus rien concrètement. Et c'est plus, pour moi, ce genre de coaching, c'est plus entre guillemets de la psychothérapie, et la personne va vous aider à réfléchir sur vous et à vous dépasser. Mais ça existe bien évidemment. Alors il y a beaucoup de charlatans, mais il y a aussi beaucoup de gens qui, par l'amour justement, qui vont donner à la personne que soi-disant ils vont coacher, c'est apprendre à se réaimer soi-même, à se réécouter et à se dépasser. Et pour moi, ça c'est réussir sa vie, entre guillemets, mais réussir sa vie, c'est vrai, on peut y revenir, ça ne veut rien dire. Mais en revanche, il y a des bons coachs. Ça existe fort heureusement. Ça dépend de notre récit. Vous l'avez dit, dans la psychothérapie, il y a thérapie, donc il y a un objectif qui est très clair, il n'y a rien qu'on dit, à soigner de pathologies, de quelque chose qui nous font souffrir, de choses qu'il nous faut souffrir ou qui nous empêchent de vivre. De ce point de vue-là, si coach, c'est ça, mais je crois ça a eu de toute évidence une utilité. Ou alors dans un but, moi j'en ai eu des coachs, moi j'aime bien avoir des coachs, parce que souvent je suis seul sur scène, je me dis, bon, est-ce que je m'auto-dirige? Avoir un regard extérieur qui vous pointe ce que vous ne pouvez pas voir, puisque vous ne pouvez pas vous regarder vous-même, évidemment, appelons ça coach si on veut, mais ça peut être dans différents métiers, ça peut être très utile, et c'est ce qu'on appelait traditionnellement des conseillers artistiques, conseillers... Quelle est la frontière justement entre un coach et finalement un psychothérapeute? Mais c'est pas, moi je parle pas des personnes, je parle d'un système qui vous vend ça, je crois que c'est ce que je veux rendre. Je vais pas attaquer quelqu'un personnellement, ça n'aurait pas de sens, j'ai des amis de coach, c'est pas la question. Ce qui m'intéresse, c'est un environnement, une époque. Et ce qui m'intéresse dans le théâtre, c'est aussi ça, et dans l'humour, c'est le moyen de tendre un miroir de son époque et de sa folie, cachée, voilà. Et ça autorise ça. Donc c'est la folie d'un discours, c'est la folie d'un marché. Comme on dit, les rayons des librairies sont pleins de bouquins, et c'est ceux qui se vendent les mieux, sans avoir besoin de critiques de presse, sans avoir besoin de télévision, etc. Ça se vend extrêmement bien. Voilà, je m'étonne de cette folie-là, et pas du fait qu'il puisse y avoir des bons coachs, des gens qui nous ont aidés, voire qui nous ont guéris. Enfin, bon, ça, il n'y a rien à dire là-dessus, je serais tout à fait d'accord. Il y avait une dame là qui par là. Oui, voilà, le micro est à côté. Oui, c'est par rapport à votre travail. Parce qu'en effet, on sent, si vous voulez, dans vos phrases, dans vos mots, qu'il y a un rythme, je veux dire, et que la gestuelle est dessous. Alors, je voudrais savoir comment vous travaillez justement ce rapport du mot, de la phrase, et de ce qui est dans ce corps et qui a besoin, par ce corps, de s'exprimer. Comment ça se passe? C'est compliqué de vous dire ça comme ça. Ben, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, je comprends. C'est-à-dire que, dites que quand j'écris du théâtre, ça s'appelle écrire du théâtre, mais pour moi-même en plus. C'est-à-dire que quand j'écris un texte, je visualise la situation sur scène, mon corps en train de porter ce texte. Donc vous avez raison, je trouve ça touchant, vous êtes sensible à ça. Et effectivement, pour moi, il y a dans les textes de théâtre que j'écris une attention à la manière dont ils vont rythmer sur scène, dont ils vont être portés. Enfin, c'est une attention comme on fait en poésie, c'est pas encore une fois très réfléchi. Je suis sensible à cela, j'essaie de le produire, et surtout, quand j'écris ça, je visualise. C'est pour ça que là, j'ai pas eu besoin de mise en scène. C'est pas que je suis mégalomane, je dis j'ai pas besoin d'un regard extérieur, etc. C'est que quand l'écrire était pour moi une scénographie. Donc j'avais déjà... Alors après, c'est bien d'avoir un regard extérieur pour les comédiens, pour le jeu, mais j'ai pensé la scénographie en l'écrivant. Et donc, effectivement, aussi le rythme des mots, le rythme des échanges et des dialogues, c'était vraiment là une écriture théâtrale.
Et je vais aller plus loin. Vous parliez de fragilité tout à l'heure. Et c'est ce que je trouve extraordinaire, parce qu'on la sent, et par votre gestuelle, par tout ce qui se passe chez cette femme et chez vous, on sent justement ce fragile, ce corps qui va tomber. Enfin, et ça, c'est très bien rendu. Enfin, je trouve que... Bon, voilà, j'ai assez parlé. Ouais. Bah oui, parce qu'on vous apprend aussi... les coachs, ce qu'on leur apprend avant tout, c'est... Ils apprennent la com, la communication. Vous trouverez pas mal de vidéos sur YouTube où on vous dit comment captiver un auditoire. Mais c'est fascinant. Et or, donc, je veux dire, c'est des gens qui n'ont pas d'extinction de voix, n'ont pas de problème de transit intestinal, ne pètent pas, etc. Ont un corps sans organes, comme aurait dit Deleuze. Donc, les coachs, cette espèce de corps sans organes, sans fragilité, sans vie intérieure. Et moi, j'aime pas ces corps-là, ça me déprime. Et surtout, pourquoi je n'aime pas, c'est pas eux, c'est que j'entends pas le contenu. J'entends pas ce qu'ils me disent si j'ai un corps comme ça, factice. D'autres réactions à la pièce directement, ou alors des expériences personnelles sur le développement de soi, très à la vogue? Mais descendez tranquillement, vous ne cherchez pas à ne pas faire de bruit, hein, il n'y a pas aucun pour le moment. Aucun problème. Non, mais continuez, hein. Non, respect pour vous, quand même, c'est le minimum. Au revoir. Non, là, on attend vos réactions, s'il y en a. Et bon, sinon, qu'est-ce qu'on peut demander? Sinon, n'hésitez pas de demander à Yves Cusset. Il n'est pas souvent à Paris, hein, maintenant il habite à Bordeaux, donc demandez-lui tout ce que vous voulez. Comment, par exemple, il est arrivé au théâtre? Enfin, pourquoi cette passion démesurée, ou pas, en tout cas, pourquoi ce chemin de traverse par rapport à la philosophie, choses comme ça. Bon, moi je le demande. Oui, on se demande par... mais bon, c'est par hasard, parce que j'ai découvert le théâtre adolescent et que ça m'a fasciné. Rien ne devait m'y amener a priori. C'est intéressant dans une vie, qu'est-ce qui vous fait sortir des chemins, des sentiers déjà battus, voilà, de ce pourquoi vous étiez prédéterminé. Donc quand on sent qu'on aime quelque chose qui n'était pas du tout prévu qu'on aime, à quoi on n'était pas préparé, on s'en saisit, je crois, avec encore plus d'enthousiasme et d'avidité. Et donc je crois que quand j'ai découvert le théâtre par hasard, alors qu'en seconde, je draguais une fille que je voulais sortir avec elle, et elle me dit un jour, tiens, ça te dit de venir avec moi à un cours de théâtre? Moi je dis, aucune envie d'aller à un cours de théâtre, et donc moi je voulais, cette fille me proposait quelque chose, donc jusque-là elle me méprisait plutôt, donc évidemment j'y suis allé, et là je suis tombé amoureux du théâtre. Donc... non. Ah bah non, j'ai eu un objet de substitution, quoi. Pas de... Et du coup, voilà, c'est parti. J'ai senti qu'il y avait quelque chose là, tout bêtement, qui allait m'aider à vivre. Donc, à partir de là, on ne lâche plus. J'en ai pas fait des études, parce que je viens d'une famille où on ne peut pas penser que des études de théâtre, c'est quelque chose de sérieux. Donc, il fallait que je fasse des études sérieuses. Et donc voilà, j'ai fait philosophie, c'était sérieux. Bon, c'est une famille quand même qui n'est pas très sérieuse, puisqu'elle trouve que philo, c'est des études sérieuses. Il y a quand même certaines limites, mais j'ai fait de la philo, ça présentait mieux. Et puis j'ai continué à faire du théâtre, en amateur, comme on dit. Mais au fond de moi, c'était ma vie. Donc après, je m'en suis ressaisi. Et surtout, j'ai commencé à écrire pour la scène. Et là, je me suis dit, voilà, ça c'est quel bonheur. J'adore jouer et j'ai la possibilité d'écrire pour moi. Je suis sûr que c'est jouissif, quoi. Et après, certes, ça fout les jetons parce que... c'est-à-dire que moi j'aime écrire des choses nouvelles, mais a priori le public est sans pitié, donc à la fois je vais écrire des choses où on me reconnaît et que ça soit suffisamment différent des précédentes. Mais à chaque fois j'ai peur qu'ils disent bon c'est bon, on a compris, ou alors c'est quoi ce truc, pourquoi c'est si différent des autres, c'est n'importe quoi. Bon, donc oui, mais c'est excitant aussi ça dans le théâtre, c'est un métier d'exposition, on s'expose comme dans l'écriture, donc voilà, ce risque-là, on aime bien le prendre. C'est ça, je crois que je vais vous donner un conseil dans la vie, si vous voulez réussir votre vie, voyez les risques que vous aimez prendre, les peurs qui vous font jouir. Voilà.
Et là, votre partenaire pour la deuxième fois, Sarah Gavillon, comment vous l'avez trouvée? Parce qu'elle est toujours très discrète. Elle me dit tout juste, moi je suis comédienne, et puis un point c'est tout. Je sais qu'elle vient de Bruxelles. J'ai une chance inouïe. Parce que c'est très difficile de trouver. C'est très difficile déjà de trouver quelqu'un avec qui s'entendre en duo. Il n'y a pas d'autre point d'appui. Donc, d'un point de vue comique, un duo comique, je vous assure que c'est très difficile. Et ensuite, en plus, c'est avec mes textes. Donc, c'est un peu étouffant pour être. Je m'impose doublement. Et voilà. Et ça marche. On aime jouer ensemble. On a une complicité qui est. Et donc, j'ai envie de continuer. Quoi. Ça a marché dans la philosophie enseignée à ma chouette. Allons-y. Et ça, c'est un vrai bonheur. C'est comme des gamins. Enfin, vous voyez bien des gamins qui jouent dans une chambre au même jeu, qui s'entendent, qui deviennent des copains très vite parce qu'ils arrivent, ils se comprennent quand ils jouent au Playmobil. C'est pareil. C'est magique. Là, on se comprend quand on s'amuse et intérieurement on rigole et on a les jetons, mais en même temps on se dit oh, ça fait du bien. Et parfois on se dit oh là là, mais pourquoi il crie pas là, oh là là, ça se passe pas bien, mais on est quand même ensemble, même dans ces moments-là. Et ça, c'est très précieux, donc j'espère bien qu'elle va bien vouloir continuer avec moi. Oui, c'est vraiment très coucou. Bon. Voulez-vous revenir sur le coaching, sur le développement de soi, d'une façon plus générale Moi, finalement, vous avez compris que c'est le mariage qui est le but de la vie, en quelque sorte. Oui. Et puis, raté ou pas, c'est ça. Au moins, ça vous réconcilie avec un mariage raté, j'espère. Voilà. C'est le sort de tout le monde, apparemment. Donc, bon, mais écoutez... J'ai juste une question. Oui, allez-y. Bonjour, vous avez parlé d'avant-première, donc ça veut dire que la pièce va être rejouée, si on veut en parler autour de nous, ou si... C'est pas une avant-première, c'est une première à Paris. Donc Paris, c'était quand même ma ville il n'y a pas longtemps, donc j'y suis toujours assez attaché. Et puis il y a le mythe de Paris. Alors bon, là on est dans une petite salle, c'est informel, c'est pas une programmation dans un grand théâtre, mais simplement, comme rappelait Brie tout à l'heure, il y a une fidélité entre l'association Rencontre et Débat Autrement et moi, donc ça fait des années, donc je suis heureux, moi justement, de l'idée de l'offrir à des gens fidèles, et à un public aussi qui est fidèle, parce que souvent je retrouve les mêmes visages, donc heureux d'offrir la première, à des programmateurs et à un public fidèle à Paris. Moi j'aime ça, j'aime ce rapport, j'ai ça à Avignon, je retrouve les mêmes gens qui viennent me voir après. J'adore ce qui peut se nouer dans le spectacle vivant. Donc voilà, ça, je suis attaché à ça. Il y en aura d'autres. On va attendre, il y a eu Avignon, donc il y a eu pas mal de professionnels, mais ça sera plutôt pour la saison prochaine. J'espère qu'il y aura Paris. Si vous avez des amis à Montpellier, il va y en avoir beaucoup à Montpellier en octobre et novembre. Il y en aura à Bordeaux aussi. Donc, vous laissez votre adresse mail là, je vous mets dans ma liste de diffusion. Comme ça, vous êtes au courant, vous pouvez ou en parler, puis ensuite, quand ce sera à Paris, vous le saurez automatiquement sans avoir besoin de chercher. Mais notez bien tout de suite que je serai dans une programmation parisienne longue durée avec la philosophie enseignée à ma chouette. L'autre spectacle avec Sarah. Donc voilà, je rencontre le directeur demain, donc vous saurez ça. La saison prochaine, on sera là sur plusieurs mois à Paris avec la philosophie enseignée à ma chouette. Donc, il faut d'autant plus laisser votre adresse mail. C'est tellement compliqué si vous saviez d'avoir des gens dans une salle. C'est pour ça que je trouve ça toujours miraculeux, je trouve ça incroyable. Je dis d'où viennent, mais pourquoi? Ils ont plein d'autres choses à faire, a priori. Donc, ça m'aide si vous manifestez votre intérêt, votre désir de savoir ce qui va se faire. Moi, je suis très content, ça m'aide à savoir à qui m'adresser après. Donc, bien sûr, je vous dirai tout ça. Merci. La première fois à Avignon, c'était quand? Et comment vous y êtes arrivé? Parce que c'est très dur aussi d'aller à Avignon, d'être invité. Non, on n'est pas invité. Avignon off, vous savez, je ne serai jamais invité dans le IN. Ils diront c'est pas sérieux, c'est pas un philosophe ne fait pas ça. Mais ou alors on se fout à poil et on se baigne dans des bains de sperme en criant. Mais pour faire aussi dans le stéréotype, il y a de ça. Si vous allez dans le IN, voilà. Mais dans le off, on se produit soi-même. C'est un peu comme à Paris, si vous voulez, les théâtres privés parisiens.
il y a une sélection, mais la sélection, elle se fait au niveau de ceux qui vous programment, des théâtres. Donc on soumet un dossier à Avignon, et puis vous avez 120 théâtres dans le off, qui sont comme à Paris, plus ou moins connus, plus ou moins visibles, et voilà, et qui vous acceptent ou pas. Mais après, c'est vous qui vous produisez, donc vous payez, c'est un risque financier important, vous payez vos comédiens, tac, et on est payé à la recette, sinon aux gens qui viennent. Hein, donc c'est un risque, et que moi je peux plus m'en passer, parce que c'est vraiment par là que je suis rentré dans le métier. Alors c'est vraiment par Avignon, avec mon premier solo qui s'appelait Le Remplaçant, et que j'ai joué en 2003 pour la première fois au Festival Off d'Avignon. J'ai demandé à des copains de me prêter un peu d'argent, ils ont fait une cagnotte, ils mettaient 2 euros, 3 euros, j'ai été chercher de l'argent où je pouvais, etc. J'ai réussi avec les bouts de ficelle à faire ce premier Avignon dans des conditions idéales, puisque souvenez-vous, 2003, c'était la grève des intermittents et l'annulation du Festival d'Avignon. Mais le off a quand même continué. Alors, vous imaginez la facilité du truc, parce que tous les journaux au niveau national disaient le Festival d'Avignon est annulé. Et 2, c'était la canicule. Et pas qu'un peu. Puisque à Avignon, qui est l'une des villes les plus chaudes de France, quand on rentrait l'après-midi après le théâtre, il faisait 43 degrés. Donc voilà, c'était de bonnes conditions. Quand on a vécu ça, après, c'est plus facile. Les autres, le suivant, ça a été. Voilà. Oui, j'ai eu